Ouais, merci à toutes et à tous d'avoir bravé la neige pour venir jusqu'ici. Et du coup, donc ce soir, on va parler de The Last Spell, donc de comment passer un jeu en early access à un jeu terminé. Donc désolé, derrière ce titre, il y aura pas de formule magique. Enfin voilà, c'est pas un tutoriel WikiHow pour savoir comment faire. C'est plutôt un retour d'expérience sur tout ce qu'on a eu comme challenge, on va dire, pour passer de la phase early access à la phase 1.0. Donc voilà. Donc moi voilà, c'est Benjamin Coquel, ça fait 6 ans que je suis à Ishtar Games, presque 7, ça fait mal. Surtout que avant ça, donc du coup il y a 8 ans, j'ai déjà fait un afterwork pour Gaming. Donc à l'époque j'étais étudiant, donc c'était pour un serious game. Et donc voilà, donc aujourd'hui je reviens pour parler d'un jeu où on tue des zombies en tour par tour. C'est quand même plus sympa que parler d'un jeu sur la politique. Et du coup, j'ai oublié de dire, mais à Ishtar Games, donc je suis directeur de production. Et donc à la base, quand je suis rentré, j'étais game designer et producteur. Oui, c'est moi ici. Dans la salle, est-ce que des gens ont joué à The Last Spell? Ouais, cool. Bon, ça va, je vois les collègues, ils ont pas fait la blague de lever la main. Je vais passer à un trailer pour montrer pour ceux qui connaisseraient pas et vous mettre un peu dans l'ambiance du truc. Donc voilà, c'était The Last Spell. The Last Spell, c'est un tactical RPG roguelite. Donc on était sorti en all access à 20 € sur Steam et puis 25 au moment de la sortie. L'early access a démarré le 3 juin 2021. La sortie 1.0, donc c'était quasiment 2 ans plus tard, en mars 2023. On est sorti sur PC, Switch, PS4, PS5 pour un budget de 2 millions au total, donc après la 1.0. Bon pareil, j'ai arrondi quand même. Les unités vendues sur Steam, on a 433 000 actuellement. On a un score d'utilisateurs de 91% pour 10 500 reviews, donc on est hyper content. Et c'est édité par The Arcade Crew pendant toute la prod, et donc récemment on a récupéré la licence avec Nacon, puisque Ishtar Games on est un studio de Nacon maintenant, et The Arcade Crew aussi, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le label d'édition de Dotemu. Donc The Last Spell, pour réexpliquer le gameplay un peu, pour vous mettre, parce que le trailer forcément ça va vite, donc on n'a pas forcément le temps de comprendre tout ce qui se passe. Il y a plusieurs phases dans le jeu, donc on a la phase de nuit qui est la phase de combat, où en fait le but ça va être d'avoir une poignée de héros qui vont se battre contre des centaines d'ennemis et qui vont devoir défendre une ville. Donc on voit au centre les mages qui sont en train de lancer un sort, et en fait ce sort ça prend plusieurs jours pour se lancer. Et donc on a des héros qui doivent défendre ce cercle de magie à tout prix, et donc on va se battre en tour par tour avec différentes armes et aptitudes pour vaincre tous ces ennemis.
Ensuite, on a la phase de jour. Donc, une fois que tous les ennemis sont morts, on peut améliorer sa ville, donc construire des murs pour mieux la défendre, avoir des nouveaux bâtiments qui vont nous permettre d'avoir des nouveaux objets, acheter des nouveaux objets, passer des level up pour ses héros. Bref, tout a un côté un peu gestion. Et en parlant de gestion, donc du coup, il y a un côté vraiment très RPG dans The Last Spell. Donc voilà, tous nos héros sont classless. En fait, on peut en faire ce qu'on veut grâce à un système de perks qui nous laisse choisir vraiment un peu tout ce qu'on veut. Si on veut faire un guerrier qui fait de la magie et en même temps utilise un arc, c'est possible. Et puis voilà, il y a vraiment beaucoup de stats qui permettent de spécialiser ces héros comme on veut. Et comme on est un roguelite, il y a forcément une partie méta. Donc The Last Spell, c'est un jeu long, donc pas comme les jeux roguelite classiques où c'est quand on va perdre qu'on va aller dans le méta. Là, c'est à chaque phase de jour, on peut aller dans le méta et acheter des nouvelles, des nouveaux objets, des nouvelles améliorations. Bref, le truc assez classique de roguelite. Donc là, je vais vous faire un petit retour sur la timeline de l'Early Access. Alors le but, c'est pas d'expliquer vraiment à 100% tout ce qui s'est passé pendant les updates, c'est juste pour que vous voyez un peu le nombre d'updates qu'il y a eu sur les presque 2 ans d'Early Access. Donc comme je disais, on est sorti en juin 2021. Un mois plus tard, en fait, on fait une mise à jour qui était déjà prête un peu à l'avance et qui nous a permis aussi de faire pas mal d'équilibrage. Donc We Can Be Heroes, qui a introduit plus de customisation pour les personnages. On a ensuite, en septembre, du coup, sorti une nouvelle carte, parce que The Last Spell est divisé en différents niveaux qui représentent chacun une ville. Donc là, ici, c'était une nouvelle ville à défendre avec un nouveau boss, etc. En décembre, on sort une update qui est centrée sur les ennemis. Donc, du coup, on rajoute de nouveaux ennemis et en plus, on rajoute un système d'élite, c'est classique des roguelites qu'on voulait dans The Last Spell pour apporter plus de diversité. On sort ensuite une update en mars, donc de l'année suivante, qui se focalise aussi sur 2 nouvelles maps, donc dont un tuto, puis ensuite une map plus d'introduction, le premier niveau, et un nouveau système de perks. Donc puisque le système de perks que vous avez vu dans le trailer, avant il y en avait un qui était beaucoup moins permissif. Donc ensuite on a Fear of the Lake en juin qui se concentre sur les boss, puisqu'on avait sorti les maps sans boss, et là en fait on a rattrapé un peu tout le retard, donc on a fait tous les boss de toutes les maps et on a aussi retapé notre ville Lakeburg qui était sortie au tout début de l'entrée en Early Access. Voilà. Ensuite on sort Highway to Hellerlicht en août avec un nouveau niveau, donc voilà, on continue la campagne du jeu avec cette nouvelle carte. On termine après avec Master of Omen en octobre, donc qui en fait retape complètement le système méta du jeu. Et alors je dis on termine l'Early Access et puis après on passe en 1.0 du coup avec la mise à jour finale en mars qui avec laquelle on sort la map finale et donc voilà. Et donc le but de cette conférence, c'est de vous parler un peu de tout ce qui s'est passé à partir de juin 2022, puisque là on approche vraiment de la fin de l'Early Access. Avec toutes les problèmes qu'on a eu. Et pour vous donner aussi une idée de l'équipe, je trouve ça toujours intéressant d'avoir ce genre de graphe qui montre l'évolution de l'équipe. Où là on peut voir sur The Last Spell où ça a été finalement très très progressif, avec le début de la prod qui a démarré en septembre 2018 pour monter à notre pic, du coup qui était pour la toute fin de l'Early Access en octobre 2022. Alors du coup j'ai rajouté le producing tout à la fin. Donc comme je disais au début, à la base j'étais producteur et game designer. Donc techniquement j'aurais pu me mettre en producing pendant toute l'évolution, mais bon, sur la fin j'ai switché plus sur vraiment que le producing, et puis on avait pris aussi quelqu'un pour m'aider dans les tâches parce que il y avait vraiment beaucoup de choses à gérer. Donc voilà, et puis à la fin aussi on voit qu'on a pu évoluer puisqu'on avait un QA à plein temps et puis un son designer aussi qui a pu nous aider à terminer le jeu. Donc j'enchaîne tout de suite sur les gros sujets avec le reset des sauvegardes. Donc globalement on avait plusieurs craintes par rapport à ça. En fait on savait qu'on allait en faire un à cause du système de méta et de la progression du jeu.
puisque en fait, quand on est rentré en Early Access, notre méta était beaucoup trop agressif dans les bonus, c'est-à-dire que si le joueur avait tout le méta, en fait, il était surpuissant et il dépassait complètement la difficulté du jeu. Et c'était un problème puisque nous après on était un peu embêtés pour faire des choses plus difficiles puisque le joueur était déjà overpowered. Et donc du coup on savait qu'à un moment on allait retaper cette progression et ce méta. Et on se disait en fait c'est vraiment compliqué à faire en gardant les sauvegardes des joueurs. Donc on s'est dit ok va falloir faire un reset. Les roguelikes c'est des genres de jeux. C'est un des genres de jeux où les gens s'investissent beaucoup. Donc voilà, les sauvegardes généralement c'est plusieurs dizaines d'heures, donc se dire on va tout effacer à un moment, c'est compliqué. Et même si c'est de l'early access, en fait on le voit avec les jeux en early access, les gens ont de plus en plus d'attentes et il y en a qui achètent sans forcément se douter que leurs sauvegardes à un moment vont se faire supprimer. Donc voilà, c'était une grosse crainte. Surtout que The Last Spell, voilà, c'est un jeu long, les runs c'est entre 7 et 10 heures. Donc c'est peu commun pour les roguelites. Donc là ça rajoute au fait de dire oui, si on supprime quelque chose, en fait on va supprimer vraiment beaucoup de temps de jeu. Et forcément la peur du review bomb au moment où ça arrive, de se dire en fait on va se prendre un déferlement de reviews négatives à cause de ça. Donc notre stratégie par rapport à ce reset de sauvegarde, donc ça a été tout d'abord de l'annoncer dès le début, de dire il y aura au moins un reset à cause de la progression méta. Donc ici c'est un screen de la FAQ de The Last Spell qui était sur la page du jeu. Donc voilà, il y avait une question qui disait on répondait à une question en disant oui à un moment on va sûrement supprimer votre sauvegarde. Et puis de toute façon à chaque fois qu'on faisait une AMA sur Reddit, c'était la première question quasiment qui revenait, est-ce que vous allez à un moment reset les sauvegardes? Et on était transparent avec eux en disant oui ça va arriver. On sait pas encore quand parce que nous en fait on avance au fur et à mesure dans l'access, on sait pas quand est-ce qu'on va faire ce fameux retravail du méta. Mais voilà, au moins on dit aux joueurs, ça va arriver. Donc du coup, peut-être que ça a freiné des gens dans l'achat, en disant oui, je ne vais pas acheter parce que j'ai pas envie de perdre, mais au moins on sait qu'on peut éviter certains backlash derrière. Une fois qu'on savait la date, en fait, on a partagé à plusieurs reprises cette date en disant regardez, c'est là, c'est dans un mois, c'est dans une semaine, et surtout on a fait un blog post consacré uniquement à ça. Et en plus, on se disait, il faut qu'on sorte un contenu suffisamment intéressant pour, entre guillemets, justifier le reset et aussi, ça a eu pour effet de détourner un peu l'attention. Donc voilà, il faut que les joueurs comprennent, se disent, ah oui, en fait, ils ont supprimé la sauvegarde, mais en fait, ça valait le coup. Enfin, c'était vraiment ouf. On pouvait pas, vraiment c'était utile et pas que en fait ça fait juste un soufflet, on sort le truc puis ils disent vous avez supprimé la sauvegarde juste pour ça, super. Donc fallait qu'on trouve vraiment quelque chose de cool à présenter aux joueurs. Donc là ici voilà, c'était un exemple sur un de nos blog posts d'une update précédente pour dire rappel important, la prochaine mise à jour ça sera celle où on va supprimer vos sauvegardes. Et puis après, comme je disais, le blog post consacré uniquement à ça pour expliquer pourquoi on le fait. Et c'est aussi hyper important dans les Early Access, c'est être hyper transparent et expliquer aux joueurs pourquoi on fait les choix. Justement, ça aide aussi à leur compréhension et pas derrière nous insulter quoi. Et donc du coup, dans ce blog post, ça a été l'occasion de présenter notre système de Omen. Donc qu'est-ce que c'est que ça en fait, comme je disais au début. Notre méta était beaucoup trop fort pour le joueur. Il avait plein de bonus permanents, donc il avait plus de move point, d'action point. Il avait plus de héros dès le début. Enfin bref, vraiment des trucs qui le rendaient très très fort. Et donc là, on a trouvé un moyen de limiter ça, en fait, en disant, ok, tous ces bonus-là, en fait, ils sont convertis en omen, donc des présages, c'est ces petites orbes qu'on peut sélectionner. Et en fait, on est limité par carte au nombre de omen qu'on va pouvoir sélectionner. Ce qui fait que nous, en fait, on peut contrôler beaucoup plus facilement la difficulté du jeu en se disant, ok, cette carte, on sait que le joueur, il aura 8 omen. Et comme ça, en fait, c'est lui qui va choisir sa stratégie et nous, ça nous permet de faire un équilibrage plus maîtrisé parce qu'avant, on se disait oui, mais le joueur il en est où dans sa progression méta, il va pas être trop fort. Là, au moins, on dit non, en fait, tout le monde est logé un peu à la même enseigne. C'est juste que peut-être les joueurs auront moins de choix en fonction de leur progression méta, mais tout du moins, ils auront tous la même puissance entre guillemets. Et en plus, c'est cool parce que ça permet aux joueurs d'avoir une nouvelle approche stratégique, de dire ok, qu'est-ce que je vais activer pour cette run, quelle stratégie je
je vais m'offrir. Et ça a eu un autre effet, c'est de pouvoir faire un mode facile entre guillemets pour The Last Spell. Donc on appelait ça le boundless mode, où en fait le joueur peut juste dire non moi je veux pas de limite, en fait je veux tout sélectionner. Et donc du coup là on peut retrouver, on peut même avoir un truc beaucoup plus fort que avant, et ça permet aux joueurs de pouvoir tout simplement faciliter l'expérience. Et aussi sur le design de ces domaines, ça nous permet d'être un peu plus original dans le contenu, parce que encore une fois, avec l'ancien méta, on pouvait pas se permettre des trucs très loufoques, parce que du coup le joueur l'avait tout le temps. Alors que là, on peut vraiment faire des trucs un peu spéciaux, puisque c'est le joueur qui va l'activer et pas forcément tout le temps. Donc voilà. Donc les retours sur ce blog post là qui annonce cette suppression de sauvegarde et ce nouveau système, ils sont plutôt bons. Honnêtement, on était assez surpris, on s'attendait quand même à avoir quelques commentaires négatifs. On en a eu, notamment des user reviews. Donc on a eu 2-3, dont une, celle-là qui, le mec qui dit non, je recommande pas parce qu'on va me supprimer ma sauvegarde. Mais bon, en tout cas, quand on regarde l'ensemble, c'était beaucoup plus positif que négatif. En plus de tout ça, on a fait des messages in-game pour prévenir de la suppression de sauvegarde. Donc, je vais montrer un screen juste après, avec une possibilité de rollback grâce aux branches Team. Donc, du coup, de dire, en fait, quand tu démarres le jeu t'affiche un message, il te dit, voilà, là, il y a une mise à jour, ça va supprimer ta sauvegarde. Si tu veux, tu peux encore quitter le jeu, revenir en arrière grâce aux branches Team, sélectionner l'ancienne version et continuer à t'amuser avec l'ancien contenu. Donc tu n'auras pas la nouvelle mise à jour, mais au moins tu peux continuer ta progression. Donc ça permettait de limiter la casse, voire même peut-être des joueurs en fait qui vont juste se dire ok, je vais terminer ma partie, et après, parce que quelquefois Steam peut faire la mise à jour automatiquement, on s'en rend pas compte et on est en plein milieu d'un truc et bon, voilà. Donc pour les conséquences de ce reset de sauvegarde, donc là la mise à jour est sortie en octobre 2022 et c'était la dernière mise à jour avant la 1.0 et ça s'est très bien passé, tellement bien passé qu'en fait les joueurs répondaient à notre place à des commentaires où des gens ont perdu la sauvegarde. Donc je pense qu'on peut se dire qu'on a fait un bon boulot sur ça, puisque grâce à cet exemple. On a eu une dizaine de reviews négatives sur le total de 900 qu'on a, donc honnêtement, si on regarde le tableau d'ensemble, c'est vraiment pas énorme. On s'attendait à plus. Et beaucoup de retours positifs sur l'update de manière générale. Comme je disais, le système de domaine a convaincu les joueurs, donc du coup, ils ont passé outre cette suppression de sauvegarde. Ce qu'on aurait pu mieux faire, c'est réussir à donner un équivalent de l'ancienne save. Donc je prends l'exemple ici de Rogue Legacy 2. Donc voilà, ils ont toute une monnaie méta. Enfin, de toute façon, dans les jeux roguelikes, généralement, c'est affilié à une monnaie méta. Et en gros, chaque fois que Rogue Legacy supprimait la sauvegarde, en fait, il redonnait la monnaie dépensée par les joueurs. Comme ça, ils pouvaient re-acheter ce qu'ils voulaient. On l'a pas fait pour The Last Spell, c'était dans les discussions, clairement on en a discuté plusieurs fois, mais à chaque fois on se disait ouais c'est quand même compliqué, et bon au final c'est pas passé dans les plannings. Ne pas le faire, c'est vrai que là c'était un risque, ça s'est bien passé, mais peut-être qu'on aurait pu l'éviter techniquement, ou juste en gérant mieux du coup avant l'entrée en early access. Bon là je mets pas d'interrogation parce que justement ça a quand même été utile, en fait on n'aurait pas pu s'en passer, mais clairement du coup là je vous montre que ça s'est bien passé, mais peut-être si vous faites un jeu en early access, posez-vous la question quand même, parce que je peux pas garantir que ça va se passer de la même façon. Et aussi il faut se méfier de l'impact un peu long terme, parce que typiquement là on a une review qui date de juin 2023 où un joueur se plaint que sa sauvegarde a été supprimée, et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, et en fait moi je pense qu'il a pas joué depuis en fait ce reset de sauvegarde, et du coup le mec il débarque 6, 7, 8 mois après et se dit mince, alors ma sauvegarde a été supprimée. Donc voilà, c'est pas instantané, on peut continuer à avoir des commentaires sur ça pendant très longtemps, donc bien jauger le truc. Donc maintenant je vais parler du support manette. Donc
On savait depuis le début qu'il y avait une possibilité de sortir sur console, donc quand on a commencé le dev en 2018, on a démarré un support manette qu'on a vite abandonné parce que on voulait aller plus vite dans les itérations. C'est vrai qu'en plus on fait un jeu PC first, donc on s'était dit pourquoi se concentrer sur la manette tout de suite, on peut faire un peu plus tard. On avait commencé aussi à le prendre en compte dans le design des contrôles manettes, donc du coup dans les mock-up UI qu'on faisait, se dire ok comment on va naviguer là-dedans dans la manette, mais pareil on a abandonné pour avancer plus vite et on va dire se prendre moins la tête. Et on avait aussi par contre on avait pris en compte le 720p au tout début au tout début du dev pour la Switch. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait The Last Spell c'est un jeu en pixel art, donc on peut pas faire n'importe quoi avec le scale de l'UI, c'est-à-dire que en fonction de la résolution, on peut pas juste se dire on va agrandir 1,3 fois plus grand l'interface ou non, parce qu'en fait le pixel art on peut juste l'agrandir en entier, donc faire un x2 pour avoir des pixels, le pixel perfect, donc des pixels carrés. Et donc du coup toutes les interfaces en fait, surtout les pop-up ont été faites dans une taille fixe, donc en 1024 par 720, et on s'est assuré que en 720p ça passe et qu'il n'y a rien qui dépasse. Donc là on peut voir l'exemple sur le screen à gauche qui est en 1080p, où en fait la pop-up est en mode flottante au milieu de l'écran, alors qu'en 720p en fait c'est quasiment un full screen, et du coup c'était voulu, et en plus ça permet du coup sur Switch d'avoir quelque chose de lisible en fait, puisque ça prend quasiment toute la taille de l'écran. Donc pour le design et l'implémentation, vu qu'on a abandonné en 2018, en fait on est revenu dessus en 2022 vers la fin de l'Early Access, puisque c'était confirmé qu'on allait sortir sur console. L'objectif pour nous c'était d'adapter la manette à l'UI sans retravailler complètement l'UX ni d'assets graphiques. On voulait vraiment économiser du temps là-dessus et se dire en fait on adapte juste ce qu'on a et puis ça ira. Le problème, c'est que c'est très complexe parce qu'en fait, dans The Last Spell, il y a beaucoup d'actions qui sont faisables à un instant T. Donc là, par exemple, alors attendez, je crois que je peux pointer. On voit le laser. Donc voilà, dans The Last Spell, quand on se bat par exemple la nuit, en fait, on peut déplacer son héros, on peut sélectionner ses skills, on peut se retrouver dans cette interface ici pour faire le end turn, on peut accéder à la character sheet. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'interactions possibles à la fois, et surtout en fait, quand on regarde les tactical RPG sur console, en fait, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire, on va d'abord faire le mouvement, puis sélectionner ses skills. C'est pas du tout la même interface en fait. Clairement, The Last Spell c'est un jeu PC, donc l'interface a été faite pour la souris, et du coup ça fait que quand on essaie de traduire à la manette, en fait on se dit il y a pas cette touche en fait, c'est pas possible. Donc c'était complexe à adapter pour ça. Ça prend du temps parce que faut continuer à développer les updates classiques, donc voilà, on peut pas se permettre en fait de dire on va faire ça, mettre en pause tout, faire ça. Donc non, faut continuer à assurer les updates à côté. Et ça nécessite beaucoup de tests parce que en fait c'est rempli de cas uniques de si je me retrouve dans telle interface, si je fais en fait là il se passe rien. Adapter des interfaces à la manette c'est vraiment horrible, surtout si on le fait après. Donc vraiment beaucoup de tests à prévoir. Et donc cette mise à jour est sortie en novembre 2022. Donc on s'attendait, en fait, on se disait que ça allait pas prendre longtemps, et finalement ça nous a pris quasiment 5 mois juste pour ça, et aussi avec beaucoup de temps entre guillemets perdu sur ça. Néanmoins, je voulais du coup vous montrer quelques features qu'on a développées pour ce contrôle manette. Donc déjà, une des premières problématiques qu'on avait, c'était le nombre de cases. En fait, The Last Spell, les maps sont très grandes, et encore une fois, si on prend des tactical RPG sur console, Final Fantasy Tactics, Disgaea, Into the Breach, en fait, les cases, c'est des toutes petites maps, alors que nous, on a, les maps, c'est du 60 par 60, je crois. Donc il fallait que le curseur, en fait, on pouvait pas naviguer case à case, il nous fallait un curseur, et ce qu'on a fait, que je trouve intéressant, c'est d'avoir une vitesse différente pour le curseur en fonction du mode zoomé ou non. Aussi un espèce de snap
tape en gros sur le curseur case à case, donc qui se ressent pas quand on bouge, mais en fait quand on est immobile, en fait on se recentre sur le centre de la case. Et voilà. Et le mouvement de la caméra aussi, voilà. En gros, le stick gauche c'est le curseur, le stick droit c'est la caméra. Enfin, ça paraissait assez naturel et au final ça fonctionne plutôt bien, je trouve. Sur un autre exemple, sur les interfaces, on a aussi une touche associée pour les tooltips. Donc, en gros, la touche X sur la manette est réservée à afficher, cacher les tooltips. Donc c'est très pratique, surtout voilà, là vous pouvez voir les tooltips sont assez gros dans The Last Spell, donc c'est vrai que c'est pratique à la manette de pouvoir les cacher, donc toggle on off assez facilement. Et puis voilà, vu que cette règle est respectée dans tout le jeu, ça devient assez naturel chez joueurs de cacher ou montrer les tooltips. Et enfin, le dernier petit truc, c'est sur la navigation rapide entre les différents bouts du UI. Donc avec le stick droit, en fait, on peut donc là ici changer dynamiquement. Hop, je vais montrer avec le laser, ça sera plus facile. Donc voilà, en fait ici on a le petit encadré et en fait quand on utilise le stick droit, en fait on peut bouger d'un gros bout d'interface à un autre gros bout et ça permet d'aller plus vite en fait dans la navigation. Enfin voilà, c'est ce genre de petits tricks qu'on a essayé de trouver pour rendre la navigation dans l'UI plus facile, quoi. Hop. Sur cette mise à jour, donc c'était pas mal attendu puisque à ce moment-là le Steam Deck en fait était devenu populaire et pas mal de gens le réclamaient, donc voilà, on était assez surpris en fait de voir dans les commentaires beaucoup de gens le mentionnaient, disaient chouette, je vais pouvoir enfin jouer sur mon Steam Deck tout le temps. Et les retours sont ok. Par contre, en fait, c'est fonctionnel, mais c'est complexe, hein. De toute façon, clairement, on n'a pas un truc qui est naturel. Encore une fois, si on se compare au tactical RPG sur console, on est vraiment loin de cette fluidité. Mais ça fonctionne. Voilà, c'est de toute façon, on a vu des posts Reddit de gens, ils se disent c'est quoi le meilleur entre la souris et la manette. Tout le monde va répondre la souris forcément. Mais on voit quand même les gens, ils disent moi je joue sur mon Steam Deck et c'est plutôt agréable, donc c'était plutôt chouette. Par contre, le développement a été beaucoup trop douloureux. Vraiment voilà, on s'attendait à 1 ou 2 mois de boulot, au final on se retrouve avec 5 mois de boulot, avec de temps en temps 2 développeurs au lieu d'un seul, donc vraiment hyper complexe. Donc ce qu'on aurait pu faire mieux, c'est prendre en compte tout de suite le support manette dans le développement, et en fait juste le prendre en compte dans le design, donc c'est-à-dire ne pas avoir abandonné cette partie de se dire dans le mock-up il faut qu'on réfléchisse un peu à comment ça va se naviguer à la manette. Ça aurait suffi à nous faire gagner du temps en fait, juste pas le faire en dev, mais au moins réfléchir pour pas qu'on se retrouve avec une interface qui est trop impraticable à la manette. J'enchaîne sur le portage console, puisque c'est la suite logique après le support manette. Donc le but c'était de sortir sur Switch, PS4, PS5 pour la 1.0. Nous, on n'a aucune compétence de portage console en interne, puisque voilà, on fait des jeux PC. Dotemu a l'habitude de travailler avec Steven Studio, donc ils font appel à eux pour réaliser le portage, et on décide de démarrer le portage avant qu'on ait terminé l'Early Access, donc en juillet 2022. Dans le but de le mettre à jour à chaque update, major update. Donc en gros le but c'était Steven fait le plus gros du portage, et puis comme ça une fois qu'ils ont terminé, à chaque fois ils ont une mise à jour, ils ont juste à rajouter ce qu'on a mis dans la mise à jour, et comme ça voilà, ça nous fera gagner du temps et on pourra espérer avoir une sortie plutôt rapprochée par rapport à la fin du dev PC. Le problème donc qu'on a rencontré, c'est que le jeu tourne pas sur Switch, étonnant, et ça galère un peu sur PS4. Et la solution pour ça, c'est que Steven a dû changer complètement la manière dont sont chargés les assets graphiques. Donc pour les devs, on est passé d'un système où on chargeait les assets dans les ressources au système d'addressable dans Unity, donc afin d'optimiser le jeu. En gros, ça a nécessité de réimporter quasiment tous les sprites utilisés dans le jeu, en sachant qu'on était quasiment à la fin du développement. Et nous, en fait, on décide de pas appliquer ce changement, puisqu'en fait, on est en train de continuer à développer le jeu. On n'a vraiment pas le temps pour ça.
Et donc on se dit en fait c'est mort, on peut pas le faire, donc continuer. Enfin voilà, à partir de ce moment-là, en fait, on a deux projets Unity. On en a un qui est avec les addressables et un qui est avec les ressources. Donc celui console pour les addressables et puis le nôtre on n'y a pas touché. Et on s'était dit ça va aller. Finalement, il reste pas beaucoup de travail. Faudra juste, il y aura un peu plus de gymnastique au moment des mises à jour pour mettre à jour le projet de Steven, mais ça ira. Et en fait, non, ça ira pas parce que à chaque nouvelle update, un de nos codeurs doit passer du temps à transférer ses nouveautés sur le projet Unity de Steven. Donc, on aurait pu dire à Steven, en fait, faites-le. Mais le truc, c'est que, on se disait, c'est quand même compliqué, surtout qu'eux, ils n'avaient pas totalement terminé le portage. Donc, on s'est dit, on va faire ce boulot-là. Mais en fait, c'était hyper laborieux parce que il y avait beaucoup d'erreurs humaines possibles dans ce boulot-là, et en fait, ça a créé beaucoup de bugs exclusifs à la console, surtout sur les assets graphiques où à des moments il y a un FX qui se lance pas, il y a un son qui se lance pas. Oui, aussi j'ai parlé des sprites, mais il y avait les sons aussi qui étaient concernés par ça. Donc voilà, ça fait vraiment des différences. Pour la QA même, en fait, il y a beaucoup plus de problèmes dans la console que sur PC, donc c'est vraiment très contraignant. Pour la suite du portage, donc du coup, en fait, on nous force à freeze une version pour décembre 2022. En gros, on prévoyait de sortir en mars 2023, et c'est vrai que nous, on a pour habitude là pour l'instant une fois qu'on a terminé, en fait, on sort le truc une semaine après. Et là, ça fait bizarre parce qu'en fait, on s'est dit, en fait, il faut terminer 3 mois avant la vraie sortie du jeu, quoi. Donc c'était un peu difficile à avaler et puis à se dire est-ce qu'on va réussir à faire tout ce qu'on veut en fait avec 3 mois amputés, et surtout en fait nous on avait sorti une mise à jour pour octobre pour les joueurs, et en fait ils ont dû attendre mars pour avoir une mise à jour, alors que d'habitude en fait on les fournit régulièrement en contenu tous les moins de 2 mois. Et là du coup ils ont eu une sacrée pause dans leur planning. On a essayé de trouver du contenu exclusif à sortir sur PC, mais on abandonne par manque de temps. Donc ce contenu là c'était du modding, on s'était préparé pour pendant très longtemps, mais en fait on n'a pas eu le temps. Enfin il y avait des possibilités, mais clairement ça rajoutait de la charge de travail pour pas mal de gens. Donc on s'est dit tant pis, en fait on va juste laisser les joueurs attendre, et c'est pas très grave. Par contre, du coup, ça nous force en fait entre guillemets à faire un patch day one, puisque nous on freeze en décembre 2022, on vient de terminer, mais on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'équilibrage. On a organisé une open beta et en fait on voit que oui, il y a beaucoup de choses à corriger niveau balancing. Et aussi, on se dit, c'est l'occasion de passer tous les quality of life qu'on n'a pas eu le temps de faire. Donc il y en a beaucoup. Et le problème qu'on a eu pour ça, c'est que du coup le patch en fait a rendu presque obsolète la version freeze pour console. Tellement de différences dans l'équilibrage que en fait du coup ça crée une dissonance dans la discussion du joueur entre ceux qui sont sur PC et ceux qui sont sur console, puisque du coup le patch Day One prend aussi quasiment 2 mois à sortir à cause des problèmes précédents. Donc c'est-à-dire en fait on doit transférer tout ce qu'on a fait sur la version de Steven, ça prend du temps, plus les certifications, tout ça. Donc vraiment c'était assez compliqué, et ouais voilà, ça a créé beaucoup de frustration. Enfin nous on voyait les joueurs discuter entre eux, mais clairement ouais, il y avait à chaque fois ils disaient oui mais quand est-ce que ça sort, quand est-ce qu'on va être à jour sur PC, et cette histoire continue même encore aujourd'hui. Donc ce qu'on aurait pu faire mieux, c'est ne pas décider d'avoir 2 projets distincts. Clairement, voilà, je pense qu'on aurait dû prendre le temps de faire cette conversion finalement, ou peut-être mieux communiquer avec Dotemu, Steven. Enfin, peut-être qu'en fait on aurait pu trouver une solution ensemble, entre deux, je sais pas. Mais c'est vrai que tout ça s'est fait un peu précipitamment. Enfin. On mesurait pas l'impact que ça allait avoir pour nous en fait d'avoir ces 2 projets distincts. Ça nous a fait perdre vraiment beaucoup de temps. Et surtout, en fait, on discutait bien avec Steven, mais le truc c'est qu'il y avait quand même pas mal de discussions qui se passaient aussi avec Dotemu, donc on n'était pas forcément au courant de tout sur les certifications, etc. Donc c'est vrai que ça pouvait être un peu complexe. Et du coup voilà. Donc ensuite, il y a faire le portage après la 1.0. J'ai mis point d'interrogation parce que il y a beaucoup de pour le marketing, on peut se dire que en fait c'est chouette de sortir en simultané puisque ça fait plus de puissance. On sort sur plusieurs supports en même temps, donc on peut
encore plus parler du jeu. Enfin voilà, ça peut faire un plus gros impact. Mais à quel prix en fait là donc je mets point d'interrogation parce que voilà, en fait je comprends l'intérêt marketing. Par contre, ouais, vraiment développer l'early access et le portage console en même temps. Bah en fait c'était vraiment trop compliqué. À moins d'avoir la ressource en interne, en fait, de se dire bah le portage se fait en même temps et c'est prévu dans la prod. Mais si on fait appel à quelqu'un d'extérieur, je trouve ça vraiment compliqué de faire une early access et en même temps de se coordonner avec cette personne extérieure. Donc du coup mieux synchroniser le patch day one. Clairement là ça a pris vraiment beaucoup trop de temps, mais bon c'est dû à ce que je parlais avant. Mieux anticiper le portage console, donc toutes les questions d'optimisation, c'est pareil. En fait, au final, on a un peu, on a fait le développement, on n'a pas trop optimisé au fur et à mesure, et peut-être qu'en fait, on aurait pu se rendre compte que le jeu était assez gourmand. Et au final, il était en entrant dans l'access, on voyait des grosses configs qui disaient moi le jeu tourne pas, je comprends pas. Et nous non plus, on comprend pas. Et voilà, le respect de certains TRC, donc les TRC, les choses à respecter pour que le jeu soit validé sur console. Donc on n'était pas du tout au courant. Encore une fois, on faisait des jeux PC et là on a appris certains trucs. Donc typiquement l'écran de chargement, le faire animer, ce genre de trucs. Maintenant on le sait, donc on sera plus à voir. Et donc voilà, j'ai mis acquérir la compétence en interne de portage. Encore une fois, c'est dans l'optique de en fait sortir en simultané pour le console et PC. Mais voilà, là c'est des plans sur la comète, pareil, ça a un coût. C'est plus vraiment pas à prendre à la légère la sortie simultanée pour une early access. Ensuite, je vais parler donc d'un patch qu'on a fait après la 1.0. Donc globalement, suite à la sortie du jeu, en fait, on observe des stratégies gagnantes qui ne correspondent pas trop à la vision qu'on a du jeu. Donc par exemple, des gens qui utilisent les bâtiments de défense beaucoup trop, et en fait c'est vraiment pété, et en fait ça fait que les gens jouent que avec les bâtiments et pas avec les héros. Donc nous en fait on décide de faire un patch d'équilibrage qui va toucher à plein de systèmes de jeu, et puis qui va en fait comme on fait d'habitude. On a pris l'habitude depuis 2 ans de faire des patchs, donc on se dit on va en faire un après la 1.0, ça va bien se passer. Donc le patch il sort 1 mois après la sortie du jeu, le temps de laisser les gens découvrir le jeu et puis de faire l'analyse et de faire ça de notre côté. Et puis voilà, on poste la mise à jour, et puis on se réveille le matin et puis on voit un petit 240 commentaires en dessous de la mise à jour. Nos posts les plus populaires tournent autour de 100. On se dit tiens, c'est sympa. Et puis en fait après on regarde les commentaires et puis on voit que beaucoup de gens se plaignent. Donc les gens sont pas contents. On a nerfé tout ce qu'ils aimaient. On a détruit le fun du jeu. On a touché aux balistes, inacceptable. Voilà. Alors lui j'aime bien, c'est écrit You're crazy as a coconut, et c'est écrit que le message a été modifié. Donc je pense que c'est nous qui avons dû report parce que c'était trop violent, et le mec a dû juste changer l'insulte pour un truc ok. Et on a Cumlord69 qui nous demande qu'est-ce que vous pensiez. Donc j'aimerais lui dire toi qu'est-ce que tu pensais quand t'as créé ton compte, hein. Bref, voilà. Et un déferlement qui continue comme ça. Donc clairement on se fait défoncer, hein. C'est la première fois que ça nous arrive. Voilà, encore une fois, on a fait quasiment 2 ans dans l'Access et ça s'est jamais produit. Et là, d'un seul coup, on se dit mais qu'est-ce qu'on a fait? Donc comme je disais, en fait, la raison principale, c'est qu'on nerve beaucoup de choses, alors que plein de gens disent le jeu est difficile, donc pourquoi vous nerfez en fait? Mais nous, quand on voit le jeu, on se dit oui, il y a des choses ok, surtout qu'en plus on a buff des trucs, mais en fait les gens se concentrent forcément sur les nerfs. Donc voilà, on a touché aux balistes et c'était vraiment un truc qui plaisait aux joueurs, et clairement ça leur a pas plu, donc c'était très populaire. Voilà, on se doutait que ça allait râler, mais pas à ce point-là. Et donc on refait un patch pour expliquer nos intentions, et puis un peu du coup baisser, turn down les équilibrages. Donc voilà ce fameux patch où en fait on explique nos choix, on refait un peu ce qu'on a fait dans l'Early Access, c'est-à-dire parce qu'en plus là ce patch on l'a un peu balancé comme ça en disant voilà un patch d'équilibrage, alors que là ici on explique, on dit voilà pourquoi on a fait ce patch. Non c'était pas pour vous faire chier. J'aime toujours les joueurs qui pensent qu'en fait on veut juste leur faire du mal. Donc du coup on se sent obligé un peu de justifier tous nos choix et d'expliquer pourquoi on a fait ça, et donc un peu de changer, donc du coup de conserver un peu notre intention du
du premier patch, mais de réduire un peu les nerfs et pour un peu apaiser. Donc ce qu'on aurait pu faire autrement, buff au lieu de nerf. Enfin, c'est vrai que ça aurait été idéal. Le problème, c'est que c'est hyper complexe parce qu'en fait, on peut pas. C'est trop compliqué, quoi. Ça voudrait dire qu'il faudrait monter la puissance de tout pour que le truc qui était trop fort, du coup, ne soit plus si fort que ça. Mais du coup, c'est un boulot de dingue. Alors que là, de se dire, oui, on va juste nerfer ce qui est trop fort, ça paraît logique. Mais voilà. Ne pas céder parce que là dans les commentaires en fait c'est une minorité qui est ultra virulente. Enfin, en plus les commentaires sont pas du tout constructifs et justement il y a des commentaires constructifs en fait dans ce blog post qui sont plutôt d'accord avec nous. Donc, du coup, en fait, on était un peu partagé en mode, en fait, est-ce qu'on écoute les gens qui râlent ou est-ce qu'en fait non, en fait, on se fait confiance et puis aussi on se concentre plus sur les gens qui sont constructifs que les gens qui se plaignent juste en insultant. Donc c'est vrai que c'était vraiment pas facile comme choix à faire. Et du coup prendre en compte la différence d'attente puisque en fait on n'est plus un jeu en early access, on est un jeu qui est censé être terminé, donc on a même eu des réflexions sur ça en disant qu'est-ce que vous foutez, moi j'ai acheté un jeu fini, je veux pas que vous changiez tous les mois l'équilibrage du jeu, donc voilà, ça peut. Enfin, faut vraiment réfléchir à se dire, c'est plus l'early access, c'est un jeu terminé. Donc je vais parler maintenant du rythme qu'on avait pendant la production. Globalement, une update, ça ressemblait à ça niveau planning. Donc on avait entre 8 et 10 semaines de production. Les 2 premières semaines servaient en fait à établir vraiment ce qu'il y aura dans l'update. Donc on commençait certains chantiers, mais il y avait toujours un moment un peu de doute pendant les 2 premières semaines sur qu'est-ce qu'on va vraiment faire au final. On avait la chance d'avoir de la QA tout au long de la prod, donc Dotemu nous fournissait tout le temps des tests et puis aussi comme vous avez vu au début on a pu recruter un QA en interne, donc ça a fait du bien de pouvoir tester au fur et à mesure tout ce qu'on faisait. On organisait une open beta vers la fin pour justement cleaner les derniers bugs et aussi nous permettre d'équilibrer tout ce qu'on avait fait. Et après la sortie du patch, généralement on avait, de la mise à jour, on avait un patch et quelques hotfixes. Donc on a rencontré pas mal de problèmes pour le rythme, notamment en fait on n'avait pas d'avance en design, c'était toujours la course, c'est-à-dire que en fait les game designers étaient concentrés sur sur la mise à jour jusqu'au bout. Au début en fait ils faisaient le design macro de la feature, les docs de production pour les devs, et puis à la fin ils étaient occupés avec l'équilibrage, et en fait entre deux ils avançaient aussi sur l'intégration des données, etc. Et en fait il y avait jamais de temps pour vraiment se concentrer sur la suite. Donc, du coup ça fait qu'on ne sait pas à l'avance tout le contenu de l'update, et quand il faut faire un planning de la mise à jour, en fait on n'est pas capable d'aller jusqu'au bout de ce planning, et ça fait que en fait on grignote un peu le temps qu'on est censé passer sur la mise à jour à réfléchir à cette mise à jour. Donc voilà, on travaille toujours jusqu'au bout d'une update en pensant peu à la suivante. Et du coup, comme je disais, ça génère de l'attente. Donc si les game designers sont pas prêts, ça veut dire que les graphistes en fait peuvent pas grapher. Donc voilà, si les game designers réfléchissent au boss, en fait les graphistes peuvent pas commencer le graph du boss. S'ils réfléchissent à tel système, les devs faut qu'ils trouvent autre chose à faire en attendant que ce soit prêt. Donc voilà. Et surtout en fait on a su trop tard ce qu'on voulait pour la 1.0. Donc là, quand je vous montrais un peu la chronologie des mises à jour, en fait, quand je vous disais, on va se concentrer sur la fin, donc Fear of the Lake, qui était la mise à jour de juin. En fait, c'est la première mise à jour qu'on faisait, où on savait à quoi allait ressembler la 1.0 de The Last Spell. The Last Spell, quand on l'a sorti en Early Access, enfin quand on est rentré en Early Access, on savait pas où on allait. On avait un contenu qui plaisait, qui marchait bien, et on se disait ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être juste une map, ça peut être une campagne avec plusieurs maps, et on a testé au fur et à mesure. On a vu un peu avec ce que plaisaient les joueurs. Ce que sera le contenu final, mais voilà, on a su trop tard, et du coup ça a participé au fait de toujours être en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour terminer le jeu. Et du coup l'accumulation des sorties est fatigante. On dit souvent la production d'un jeu c'est un marathon, faut pas s'épuiser tout le temps, faut avancer à une vitesse constante, et puis à la fin on est content, on a sorti le truc. Sauf que du coup les jeux Game as a Service et Early Access, on vit ça plusieurs fois,
Et bah c'est vrai que à force c'est fatigant. Donc certes on a tous les côtés positifs souvent, donc oui on voit souvent des retours sur ce qu'on fait. Souvent les joueurs sont agréables justement, ils sont très sympas, ils nous font des bons retours. On peut se nourrir de ça pour se motiver, pour avancer, pour dire bah voilà ce qu'on fait c'est bien. Par contre bah ouais c'est fatigant en fait. À chaque fois on recommence à zéro tous les 2 mois. En fait on revit le cycle de prod d'un entier, avec une espèce de pré-production, on réfléchit à ce qu'on va faire, une production on le fait, une fin de prod où il faut équilibrer, il faut corriger, et ça bout à bout, bah sur 2 ans en fait mine de rien c'est, et encore voilà on n'est pas une early access qui est considérée comme longue, il y a des jeux qui font beaucoup plus et franchement, enfin, même ceux qui font déjà Game as a Service, respect parce que c'est quand même fatigant. Donc ce qu'on aurait pu faire mieux pour tout ça. Bah évidemment c'est plus facile à dire maintenant, mais on va mieux anticiper le contenu des updates. Donc voilà peut-être bah du coup essayer de. En fait on s'était dit si on refait une early access en fait on la referait pas comme ça, c'est-à-dire que bah dès le début de l'early access en fait on aura un plan beaucoup plus précis de ce qu'on veut faire pendant la durée de l'early access. Paralléliser la production des updates, je pense pas qu'on était assez pour le faire, mais peut-être qu'on aurait pu essayer, bah en fait encore une fois si on avait de l'avance en design, de se dire ouais en fait bah on va travailler sur 2 updates en même temps et puis on alterne comme ça les sorties, comme ça bah c'est pas fatigant pour tout le monde en même temps et voilà. Donc bon je suppose que les gros studios font ça, mais c'est vrai que nous avec notre taille d'équipe c'était compliqué à faire en plus du fait qu'on n'avait pas forcément d'avance. Donc mieux prioriser le nécessaire. C'est vrai qu'on n'a pas, en fait, on n'a pas beaucoup cuté dans The Last Spell. À chaque fois qu'on avait des idées, globalement, on les faisait et on fonctionnait pas avec avec un MVP. Donc il n'y avait pas de minimum. C'était juste, bah en fait, on décidait une liste et généralement on s'arrêtait quand on avait fini la liste et ça passait tout le temps. On avait de la chance, mais c'était compliqué. Donc voilà, peut-être, bah en fait, plus de cuts, plus de décisions fortes, de dire non, bah ça, tant pis, en fait, on le fait pas. C'est pas grave, le jeu il est déjà bien et on va pas se forcer, on va dire, à faire plus. Même si, bah du coup, en fait, on a fait le jeu qu'on avait en tête et clairement c'est hyper satisfaisant, mais c'est aussi très très fatigant. Et voilà, aussi avoir plus de décisions qui viennent d'ailleurs que le pôle design, puisque bah, je dis oui voilà les designers ont pas d'avance etc, mais en fait c'est une des particularités, bon je pense que c'est le cas dans beaucoup de studios, mais voilà, beaucoup de choses viennent des game designers et bah en fait il y a quelques moments où les graphistes avaient des concepts de boss, de map où en fait bah c'était bien en fait parce que du coup on pouvait juste les prendre et bah du coup faire le design dessus. Enfin voilà, un peu inverser les rôles, dire bah en fait ce truc c'est les graphistes qui vont décider ce qu'on va faire, pas les designers, parce que comme ça bah les designers peuvent se reposer, ils peuvent ne plus être tout le temps bah attendus et du coup voilà se dire bon bah les idées ça peut venir d'ailleurs et puis je pense enfin encore une fois ça s'est passé plusieurs fois et c'était cool. Et enfin, du coup, on a fait aussi trop de rework et bah, pas assez de tâches de contenu. Donc, The Last Spell, pendant toute leur access, en fait, on a retapé tous les systèmes du jeu quasiment. Et par contre, niveau contenu, bah, on a eu quasiment, alors contenu hors campagne, mais le contenu systémique, donc les armes, les bâtiments, etc. Bah ça, en fait, ça a pas beaucoup bougé. Et c'est vrai que bah du coup, les reworks c'est hyper compliqué à faire. Alors certes, on les a fait parce que on peut pas les faire en dehors de l'access. Mais c'est vrai que c'était hyper chronophage et bah ça met encore une fois les tâches de contenu, peut-être ça aurait mis moins de pression sur les game designers et on aurait peut-être pu faire plus de choses. Enfin bref, voilà, c'est un peu compliqué. Pour les playtests, donc là j'aimais bien ce qui s'était passé là il y a quelques semaines. Donc sur Discord, on a un bot qui retransmet les reviews de Steam. Et donc ce joueur nous dit les game designers ont dû jouer non-stop à leur jeu pour avoir cet équilibre parfait. Et on a un game designer du coup qui répond avec un petit mème là de The Office pour dire oui tout à fait c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Parce que bah voilà, The Last Spell c'est un jeu compliqué à playtest puisque une run ça dure entre 7 et 10 heures. Donc globalement en fait bah quand le game designer veut tester le jeu, bah il s'assoit à 9 heures et puis à 18 heures bon bah il a fait une run. Et comparé si je prends un jeu de plateforme où on peut tester une dizaine de fois le niveau, bon bah là on a fait une run et en plus c'est un jeu systémique donc du coup bah il y a la combinatoire elle est infernale en fait, on peut pas tester tous les cas. Donc voilà. Donc
la solution qu'on a trouvée, c'était les open beta. Ça nous a vraiment beaucoup servi pour l'équilibrage et en fait, heureusement qu'on en a fait. Sinon, ça aurait pas été possible. Néanmoins, les informations, en fait, elles étaient pas assez factuelles. On aurait eu besoin d'analytics, donc ça, on n'a pas eu le temps de le faire. On n'a pas de data, en fait, sur The Last Spell. C'était que, en fait, en regardant les streamers, en regardant les commentaires, nous-mêmes sur nos propres impressions en jouant. Donc voilà, et aussi pas assez factuel parce que les open beta c'est les joueurs forcément les plus impliqués. Les joueurs les plus impliqués c'est les hardcore qui ont dépensé forcément un peu extrême sur le jeu, sur la difficulté, etc. Donc clairement ça manquait de diversité. Et aussi ça arrivait trop tard parce que encore une fois le planning était tellement serré que du coup la bêta ça arrivait tout à la fin. Généralement on n'a plus trop de temps de toucher, donc du coup les patchs d'équilibrage ils arrivaient après la sortie de la mise à jour, donc voilà. Un petit bilan de la 1.0 sur le niveau chiffre sur Steam. Donc je fais une petite comparaison entrée en Early Access et sortie 1.0. Donc voilà, en 2021, en un jour, on avait fait 24 000 ventes le premier jour, 72 000 en une semaine, en un mois 122 000 et en un an 196 000. Donc voilà, c'était vraiment le gros boom, enfin la grosse surprise pour nous d'avoir des chiffres de vente aussi élevés. Et du coup sur la 1.0, donc jour 1, donc on est à 10 000, donc voilà, on n'est déjà pas sur la même courbe de lancée. Une semaine 34 000, un mois 61 000 et un an 122 000. Donc du coup sur un jour, une semaine, un mois, on est quasiment à chaque fois divisé par deux en fait. Et sur les 1 an, on arrive un peu à se rattraper. Je pense que c'est dû au fait que aussi, on se permet plus de soldes et de mise en avant après la sortie 1.0, donc on arrive à gratter des ventes. Mais clairement, on n'est pas du tout sur la même dynamique que l'entrée en Early Access. Pour le bilan console, j'ai pas beaucoup de chiffres. En fait, j'ai des chiffres qui datent de octobre 2023, donc ça fait plus d'un an qu'on les a, mais globalement on était à 11 000 ventes sur Switch, PS4 1000, PS5 5000. Donc on n'a pas eu de grosse opportunité de faire la promotion du jeu sur console. Enfin, c'est vrai que c'est essentiel d'essayer de participer à des événements, surtout que voilà, il n'y a pas d'écosystème comme Steam sur console. Faut essayer de se faire voir en fait dans la presse classique ou voire même dans un événement de constructeurs. Mais on n'a pas eu d'opportunité comme ça pour le jeu. Et puis aussi toutes les galères qu'on a eues en fait se répercutent forcément sur les ventes. En fait, on n'a pas, là clairement, on n'est pas du tout sur la même courbe que sur PC. Mais en fait, quand on voit tous les problèmes de portage qu'on a eu, nous, c'est vrai que du coup la qualité du final du portage est moins bonne que celle PC. Et encore une fois, quand on regarde sur Steam, sur Reddit, il y a forcément des posts qui parlent de ça où des gens disent à votre avis, il faut que j'achète la version PC ou la version console. Les gens disent non, plutôt PC. En plus, la console elle est en retard, donc non. Donc voilà. Pourtant, c'est dommage. En fait, le tactical RPG, c'est un genre populaire sur console. Il y en a pas tant que ça qui sortent. Donc, je trouve qu'on avait une fenêtre pour un peu briller sur console. Mais malheureusement, en fait, on n'a pas réussi à l'attraper. Donc, peut-être le marketing qui était pas assez fort pour la promotion, mais aussi la qualité du portage qui fait que, encore une fois, je pense que ça se répand vite le bruit sur les différents forums. Autre graphe que je trouve intéressant de vous montrer, donc c'est le nombre de joueurs en fonction des mises à jour. Donc à chaque fois c'est le plus haut pic du mois que j'ai pris. Donc on peut constater que là en entraîneur access on fait 6700 joueurs simultanés et en sortie on fait 6500, donc quasiment le même chiffre, mais on n'arrive pas à faire plus haut. Et puis après c'est la dégringolade où en fait les mises à jour pour les plus populaires en fait on tourne à 1500 utilisateurs concurrents. Et puis ensuite, on n'arrive pas trop à faire revenir autant de gens, ce qui, je pense, est normal et classique de toutes les early access, mais c'est vrai qu'il faut s'y attendre. Et en fait, on est toujours un peu déçus, nous, quand on sort de mise à jour, on se dit, mince, en fait, il n'y a pas tant que ça de gens qui reviennent, donc voilà. Mais c'est vrai que, je serais curieux de voir les courbes des autres jeux pour voir si, en fait, c'est nous qui avons peut-être, pas été assez bons sur ramener les gens sur le jeu. Et par contre, dans les trucs hyper positifs, c'est que un graphique du user score qui en fait n'a jamais bougé. Enfin, on perdait un pourcentage de temps en temps, on en gagnait un, mais on a toujours
tournait autour de 90%. Donc ça, c'était vraiment très cool. Et voilà, je pense notamment à la conférence de Ravet's Watch pendant Gamecamp qui expliquait voilà cette bataille sur le user score à chaque mise à jour. Nous, on a eu cette chance d'esquiver ça et en fait de juste faire de dérouler le contenu du jeu sans vraiment se soucier de tiens là il faut qu'on arrive à redresser le score. Et j'ai terminé. Donc je voulais juste dire qu'on a un DLC qui est sorti l'année dernière et donc là il y en a encore qui sont prévus. Donc le jeu continue à vivre. Donc n'hésitez pas à checker. Et puis merci beaucoup. Bravo, merci beaucoup Benjamin. Ça va? J'ai été un peu long, non? 1 heure. Ouais. Bah, c'est très bien 1 heure. Ça va très bien. Ça va tout le monde? Ça va, j'ai pas trop fait endormir les gens. Non, ça va. C'était hyper dense et honnête. Oui, bon, je me suis pas trop attardé sur les points positifs, mais il y en avait plein. Oui, mais... c'est pas moi. C'est-à-dire que... Non, mais... En même temps, voilà, le jeu a fonctionné, donc c'est que ça oui, en fait, bien, à la limite, les chiffres de vente dès le début, c'était ça le bon argument. Oui, voilà, donc je préférais montrer tous les problèmes qu'on a eu que dire ça. Voilà. Ça marche. On va pouvoir passer aux questions. Est-ce que je commence tout de suite. Très bien. Merci de votre présentation, c'était super bien fait, super intéressant. J'ai une question. Disons que on va dire que je suis un dévindé. Bon. J'aimerais savoir comment vous avez fait financer votre projet et comment vous conseillez de le faire pour les dévindés. Voilà. Ah, vaste question. Globalement, on a eu des aides publiques, donc Pictanovo et CNC, je crois. Je regarde Mathieu, mais oui, c'est ça. Et aussi, du coup, après, pour les fonds privés, on a eu la chance d'avoir Dotemu en édition, donc qui a apporté une grosse partie du budget. Après, c'est vrai que sur les jeux en early access, c'est encore plus compliqué d'un point de vue financement, puisque du coup généralement le financement s'arrête à l'entrée en early access et quelquefois les éditeurs prennent pas forcément en compte toute la période d'early access. Donc je pense que c'est une mauvaise idée d'ailleurs de compter sur les ventes de l'early access pour financer son jeu, de se dire en fait là je finance mon jeu que pour l'entrée dans l'early access et j'espère que ça va marcher pour pouvoir financer le reste. C'est un pari très risqué, donc il faut essayer de négocier avec l'éditeur directement l'early access, quitte à faire de dire ok, si on fait autant de ventes, vous remettez autant et voilà. Enfin, en tout cas, vraiment, l'early access, ça se prend en compte dans le financement très vite. Mais voilà, je pense pas qu'on ait fait de choses très originales concernant le financement. C'était aide publique et puis pour les fonds privés de Dotemu et puis un peu de notre poche aussi pour compléter. Merci. Du coup, vous avez directement approché les éditeurs dès le début? C'était au bout d'1 an et demi. On a fait la Gamescom 2019 et on a pris des rendez-vous avec des éditeurs. Et à la base, on pensait partir tout seul. Enfin, voilà, le studio avait pas mal d'historique. Enfin, on avait fait des projets avant, donc on s'est dit pourquoi pas le faire tout seul. Et puis au final, quand on a rencontré des éditeurs, on a vu que ça intéressait et donc on avait pu. Mais encore une fois, alors la situation c'était en 2019. Je pense que là maintenant c'est vraiment différent, mais clairement, voilà, on a fait un parcours classique quoi. On avait une démo, on avait un pitch deck, on est arrivé à la Gamescom, on l'a présenté à des éditeurs et puis après on a continué à discuter avec eux jusqu'à signer avec l'un d'entre eux. Et pour les fonds publics, vous avez fait confiance à Kickstarter ou comment vous l'avez géré? Non, en fait c'était les fonds d'aide régionales, donc Pictanovo dans le nord et puis le CNC, mais Kickstarter c'est pas trop un truc qui nous intéresse de notre côté. Ça marche. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci beaucoup. Par ici. Avant toute chose, j'aimerais dire merci pour la présentation, c'était super. Ma question est plus sur le portage console. En fait, je me demandais, vu que vous avez travaillé du coup avec Siven pour le portage console, il y a eu mention du coup il y avait parfois un manque de communication entre l'équipe principale du jeu et Siven. Je me demandais, c'était quoi à peu près la fréquence justement de ces échanges avec du coup Dotemu et Siven? Ouais, Dotemu pour PC c'était vraiment régulier.
Et en fait, c'est surtout sur la fin de la production console où en fait, je sais pas, je pense qu'ils ont voulu nous protéger en fait de se dire bah ils sont concentrés sur le PC, nous on va prendre en charge toute la console. Et du coup, ils voyaient beaucoup de choses avec Steven sur les certifications tout ça, mais même sur les bugs à régler, etc. Et en fait, c'est vrai que bah de notre côté, finalement, avec le recul, je me dis si on était au courant des priorités, etc., des bugs qui ont été fixés, ça aurait été mieux. Mais en fait, sinon, c'est ça qui est bizarre, c'est que, enfin bizarre. Avec Steven, on avait un contact très régulier avec eux, c'est-à-dire que le développeur, quelquefois, il avait des questions et en fait, on voyait en direct avec lui, mais le truc c'est ouais sur la fin il y a eu voilà cette séparation de dire bah voilà Dotemu prend en charge tout. Par contre on a un énorme flou sur ce qui se passe, on a les dates, on se dit ok c'est parti en certif. Par contre les bugs, enfin même les bugs en fait et surtout bah on n'avait pas de test kit forcément en interne, donc on pouvait même pas tester les builds, on faisait une confiance aveugle et ouais c'était vraiment hyper stressant sur ça. Mais voilà enfin en tout cas côté développement les codeurs se parlaient entre eux quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on était au courant de dire bah à un moment il y a une grosse décision qui est prise, ils nous en ont parlé, ils nous ont dit bah est-ce que vous voulez la faire, enfin c'est pas eux qui sont partis comme ça en direct, de toute façon Steven sont très cool hein. C'est vraiment des décisions là qui ont fait que et je pense aussi ils avaient pas l'habitude de bosser sur un projet qui était en early access, je pense que c'était leur première fois donc voilà. Justement, une question pour rebondir sur ça, c'est environ quelle proportion de l'équipe qui discutait justement avec l'éditeur et l'équipe responsable du portage? Est-ce que c'est plutôt que les game designers ou il y a aussi un peu l'équipe dev? Bah avec l'éditeur c'était que moi maintenant il y avait Thomas aussi oui je vous qui fait la tête non en fait non je dis des bêtises on était 4-5 de l'équipe en contact permanent en gros avec Dotemu. Enfin, c'est juste que je discutais beaucoup avec le producteur de chez Dotemu. Par contre les game designers et les codeurs discutaient, enfin il y avait Thomas du coup en game design qui discutait beaucoup mais pas beaucoup de l'équipe par rapport au reste quoi, mais en tout cas les infos étaient transmises tout le temps. Ça, il y avait une transparence honnête sur ce qui se passe côté éditeur, ce qui se passe côté studio quoi. Pour le coup, on se faisait quand même confiance. D'accord, merci beaucoup. De rien. Merci. Est-ce que j'ai une autre question juste ici? Bonsoir. Merci pour la présentation et pour son honnêteté. 3 questions. C'était apparemment votre première Early Access. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a décidé de faire une Early Access? C'était de tester. Enfin, non, globalement, les roguelikes, c'est un genre hyper populaire en Early Access. Enfin, le jeu se prêtait à l'exercice et nous, on était intéressés par ça. Enfin, je sais que, voilà, avant que je sois dans le studio, il y avait eu Dead in Vinland et il y avait déjà cette relation avec les joueurs assez proche de discuter avec eux puis de faire des patchs, même si c'était pas l'Early Access. Mais en tout cas, on a toujours été proche des joueurs. On s'est dit, bon, bah, pourquoi pas tenter l'Early Access sur ce titre quoi. Et encore une fois c'est vraiment le jeu qui demandait ça. On se dit un roguelike il va avoir beaucoup d'équilibrage, de retour, tout ça donc voilà. Vous avez parlé du branching sur Steam. Ouais. Vous avez essayé de l'utiliser en post-launch? Oui, on l'utilise tout le temps là. D'ailleurs si les gens regardent les branches, il y a toujours les branches de l'Early Access disponibles pour les gens. Et sinon, là, on s'en sert pour des bêtas privées. Même là, on va lancer une bêta ouverte. Donc du coup, c'est encore d'actualité. Donc, ouais, carrément, les branches Steam, on s'en sert beaucoup. Alors, j'ai une question follow-up. Ouais. Si ça a posé tellement de problèmes avec votre communauté en post-launch, est-ce que c'est parce que simplement les joueurs qui n'ont pas suivi l'Early Access n'ont pas l'habitude de brancher Ah oui, c'est sûr. Ce patch, en plus, on l'a sorti directement. Hein. Pour le coup, on n'a pas passé par une open bêta. Donc, non, on l'a sorti directement. Et oui. Mais c'est ça aussi le truc, c'est on a eu des gens qui étaient un peu surpris. Comme je disais, genre j'ai acheté un jeu terminé, pourquoi ça change autant? Et surtout là, on a un peu le truc inverse où en fait les gens réclament de l'équilibrage sur le jeu de base. Mais encore une fois, je pense que c'est réfléchir aux attentes des joueurs à l'instant T. Peut-être là que c'était trop tôt de se dire un mois après direct attaquer avec un gros patch. Là, apparemment, les gens le réclament, donc c'est qu'il y a un besoin, il y a une envie. Mais peut-être c'était juste pas le bon moment pour le faire en fait. Voilà. Dernière question potentiellement trop longue. Tu peux botter en touche. Parler de l'organisation de l'open beta? Je sais pas s'il y a grand chose à dire. Honnêtement, l'open beta c'était un blog post sur Steam pour dire on l'annonce. Dire on a ça. Par contre, on était assez rigoureux sur le changelog.
enfin voilà, le changelog était ultra précis. On faisait des mises à jour sur l'open beta. Enfin pour dire si on a changé beaucoup de choses, on se permettait voilà de mettre à jour et les retours aussi on les faisait que sur Discord il me semble. C'est-à-dire qu'on disait aux joueurs par contre évitez d'en parler sur Steam, venez plutôt sur Discord parce que c'est vrai qu'il y avait cette peur aussi de l'éditeur de se dire ouais mais attends mais s'il y a un bug comment on fait pour distinguer que c'est telle version et pas telle version donc voilà c'était à peu près tout. Merci beaucoup. De rien. Merci. Alors, je suis désolée, je vais continuer sur les questions sur l'open beta également. Oui. Et du coup, concrètement, il y avait combien de joueurs et de joueuses qui ont rejoint l'open beta, combien en close beta, et aussi, est-ce que vous donniez le mot de passe directement sur Steam ou est-ce que sur Discord, sur le jeu, vous disiez rejoignez notre Discord pour avoir le mot de passe pour la bêta? Alors, les close beta, on n'en a pas fait tant que ça, et quand on les faisait, c'était vraiment des joueurs sélectionnés. C'est-à-dire que là, c'était par message privé, c'était pas les closes comme son nom l'indique, c'était fermé, donc du coup, on sélectionnait les gens, on disait est-ce que tu es intéressé par participer à ça, et voilà, généralement, en fait, si on fait un blog post sur une bêta, c'est une open, et il n'y a pas de mot de passe. Pour le nombre de close bêta, pas tant que ça. En fait, on en a fait une à la fin justement pour tester pendant la période du portage, etc. Vu que c'était encore, on voulait garder un peu le secret jusqu'au bout. Du coup, c'était une close plutôt qu'une open. Et sinon, on a fait avant l'entrée en early access des close bêta. Par contre, une fois qu'on était en early access, comme je disais, voilà, on en a fait une à la fin, mais après tout le reste c'était des open, il me semble. Ma question, c'était pas combien il y en a eu, mais combien de joueurs et de joueuses il y avait dessus. Excuse-moi. C'est une bonne question. Je me souviens qu'à un moment, alors là c'est vraiment pas précis. En gros, il y a sur Steam maintenant, sur Steamwork, tu peux voir le pourcentage d'utilisation des branches. Et sur les open beta, il me semble qu'à un moment j'avais vu 2%. Enfin, en gros, ça tournait je crois qu'à un moment c'était 5000 joueurs, un truc comme ça. Enfin voilà, c'était pas sur toute la durée, hein, bien sûr, l'open beta pas au jour même. Mais et encore, je crois que je te dis des bêtises, mais je pourrais peut-être retrouver le chiffre. Franchement là, on n'a pas. En tout cas, les retours étaient assez nombreux pour qu'on puisse faire le travail. Donc après, à partir de ce moment-là, on s'est pas vraiment posé la question de ok, ils sont combien en fait à jouer. Voilà. Et moi, je me demandais, est-ce que, en termes de retour, est-ce que au cours de l'Early Access, il y avait un peu quelques joueurs que vous aviez bien identifiés, qui étaient en fait qui faisaient par exemple 20% des joueurs qui font des retours font 80% des retours intéressants, ou est-ce que c'était beaucoup plus, dilué au sein de plein de joueurs différents, ou est-ce que vraiment il y en a certains qui ont eu un énorme impact en fait sur le développement? Ouais, ça c'est une bonne question. En fait. Il y a des jeux, forcément en fait on a un groupe d'hardcore gamers qui reste sur le jeu et eux en fait malheureusement j'ai envie de dire leur retour quelquefois ils étaient pas pertinents parce qu'en fait ils étaient tellement à fond dans le jeu que en fait c'est comme je disais ils sont un peu extrêmes dans leur pensée, donc même s'ils ont quand même des choses intéressantes à dire, typiquement pour quand on faisait des choses pour les difficultés les plus élevées du jeu, là on les écoutait à fond. Par contre il fallait toujours un peu prendre ça avec des pincettes et je pense que ça évolue au fur et à mesure aussi les joueurs. Enfin oui, il y en a qui ont eu un fort impact, je pense, parce que ils étaient vraiment investis dans leur access. De toute façon ça se voyait sur Discord, on avait on a je sais plus, des milliers de personnes sur notre Discord et en fait il y en a qu'une poignée qui discutent entre eux et c'est eux qui forcément font tous ces retours qui peuvent être intéressants. Mais mine de rien, ça se renouvelait quand même assez régulièrement pendant l'access et puis aussi quelquefois il y avait juste une personne qui avait acheté le jeu, il faisait un retour et puis après on le revoyait plus, mais son retour était pris en compte puisque aussi on avait mis les forums Steam, donc du coup ça permettait que les gens justement habitués discutent avec lui, donc le challenge un peu sur son idée. Et puis aussi on avait un site à côté qui s'appelait Feature of Vote, donc qui permettait juste de laisser un commentaire. Et après, les gens pouvaient voter ce truc, et du coup, on pouvait voir les plus populaires. Et donc ça, par contre, on savait pas du tout qui les postait. Ça pouvait être des gens du Discord, des gens de Steam, peu importe. Voilà. Ça marche, merci. Et si je peux me permettre juste une autre petite question sur ça. J'ai un trou de mémoire, peut-être qu'elle reviendra après. Ça roule.
J'ai une autre question encore. Oui. Vu que vous avez une équipe assez petite de 17 personnes, je me dis que vous avez un manager de social media. Du coup, je me demande comment vous avez interagi avec le public. Est-ce que vous avez fait ça par... j'ai vu par le Steam Forums, vous l'avez beaucoup fait. Mais est-ce que vous avez décidé d'interagir avec les joueurs par Discord ou les réseaux sociaux? Du coup, comment vous avez décidé de le faire? Voilà. Et c'était... Bah, en fait, ce qui est très cool, j'adore la proximité qu'on a avec les joueurs. En fait, c'est tous les gens de l'équipe peuvent discuter avec les joueurs. En fait, pendant l'Early Access, les game designers répondaient régulièrement aux gens, les codeurs étaient avec les joueurs en train de discuter avec eux pour comprendre le bug qu'ils avaient. S'ils avaient une perte de sauvegarde, bah en fait ils pouvaient fixer la sauvegarde du joueur ou de la joueuse, et c'était vraiment enfin voilà, en tout cas nous on discute beaucoup avec eux. Alors on le fait moins là parce que bah il y a moins un prétexte pour, et puis c'est vrai que bah maintenant en fait les gens connaissent mieux le jeu que nous quasiment. Enfin, quand il y en a qui ont des milliers d'heures dessus, bah forcément c'est un peu compliqué d'avoir des discussions avec eux. Et mais en tout cas nous notre politique c'est bah en fait c'est pas que le community manager qui va discuter, même si c'est lui qui va animer le Discord et répondre à toutes les questions basiques. Par contre si un game designer a envie de jump in à un moment dans une conversation, il peut tout à fait. Si un codeur a vu un bug bizarre, il peut envoyer un message privé ou peut parler sur Discord. Enfin voilà, c'est Du coup vous avez privilégié plutôt Discord, Steam? Ouais, enfin c'est bah alors Steam c'était plus le community manager qui répondait. L'équipe était que sur Discord, pardon. Et puis les réseaux sociaux, bah The Last Spell c'est pas un jeu qui marche vraiment sur les réseaux sociaux. On n'avait pas beaucoup d'interactions sur nos posts, comparé justement à Legbear Legacy qu'on a fait après, où là il y avait beaucoup plus d'attractions sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, donc ça marchait beaucoup. Il y avait quand même beaucoup de discussions sur Steam. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Et de rien. Est-ce que j'ai d'autres questions? Je vais me tourner de l'autre côté pour être sûr que je ne rate rien. On a fait le tour. Je crois que c'est bon. Je crois qu'on est bon. C'est pas mal. Bah, n'hésitez pas à me contacter sur Discord. En tout cas, si d'autres questions vous viennent, il y a mon pseudo et mon mail. Voilà. Ça marche. Benjamin, merci infiniment de t'être prêté à l'exercice. Moi, j'ai bien aimé la petite séquence rétrospective. Effectivement, on a vu, on est l'Afterwork 81. Ouais. Et c'était l'Afterwork 39. C'est ça. Le premier où tu étais. Bah ouais, franchement, c'est cool. Bah, merci à toi pour ta confiance renouvelée. Hein. C'est vraiment. Moi, très je réserve chouette, des créneaux. C'est pas moi qui fais le contenu. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Merci à Manon de m'avoir recontacté. Non, en tout cas, merci infiniment et encore bravo parce que effectivement, tu t'es beaucoup attardé et tu as un souci quasiment chirurgical de cibler toutes les choses qui ont pu dysfonctionner et qui auraient pu être perfectibles. The Last Spell, c'est, je pense, avant tout un grand jeu qui a fait plaisir à plein de gens. Donc encore une fois, pour toi et pour toute l'équipe d'Ishtar, encore un très grand bravo et merci de s'être prêté à l'exercice. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Merci notamment, on a un bon pourcentage de cette assistance qui a fait beaucoup de route pour venir. Et j'en profite d'ailleurs pour intimer à tout le monde le fait d'être éminemment prudent sur la route en rentrant. Je me fais la remarque à moi-même parce que j'ai de la route aussi. Mais voilà, soyez extrêmement prudents. Ce serait dommage de terminer la soirée sur un incident. Donc prenez bien soin de vous sur la route. Préconisation qui va aussi avec l'année. Je vous souhaite en mon nom et en celui de Gaming une excellente année 2025. Ça je l'ai déjà dit, mais je le renouvelle. J'espère avec de très belles prods, qu'elles soient pro, qu'elles soient indé, qu'elles soient plus grosses, qu'elles soient étudiantes. Et le jeu vidéo c'est cool. Hein, faites-en plein. Voilà, merci à tout le monde, passez une excellente soirée. Encore merci Benjamin, c'était très cool. À bientôt. Merci.